Dans le Mac de la Santé, aujourd'hui, on vous parle d'un sujet auquel vous êtes forcément confrontés. Des délais toujours de plus en plus longs pour obtenir un rendez-vous chez votre médecin. Et oui, près de 2 semaines pour trouver un rendez-vous chez le généraliste, jusqu'à 4 mois et demi chez un dermatologue. Évidemment, c'est beaucoup trop long. Alors, on va demander aujourd'hui à notre invité quelle solution existe. Bonjour à tous, bienvenue au Mac de la Santé. Je suis ravi de vous accueillir pour une heure d'émission en direct consacrée à votre santé et votre bien-être. Une heure durant laquelle on répond à toutes les questions que vous nous posez. Et ces questions, elles sont nombreuses et vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Hier, on vous remerciait car on a battu des records d'audience. Et encore hier, les audiences étaient exceptionnelles. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux et nombreuses à nous regarder. Donc merci de votre fidélité. Et j'en profite pour remercier toute l'équipe. Certes, celles qui sont sur le plateau, mais celles qui sont aussi en régie, à la rédaction, puisqu'on est 40-50 personnes à travailler sur cet énorme projet qu'est le Mac de la Santé pour vous proposer tous les jours une heure d'émission en direct. Donc merci à eux et merci à vous. Et à vous, Rim, également encore. Mais bonjour. Bonjour Jimmy. Vous répondez à la question de Claude, qui a un petit problème. Il a une fissure anale. En tout cas, il aimerait en savoir plus exactement sur la fissure anale. Donc, après les hémorroïdes, c'est la deuxième pathologie qu'on peut avoir dans cette zone-là. Et vous allez voir qu'il y a des solutions. On va les donner au public. Et tout ça validé par un gastro-entérologue, bien sûr. Évidemment. Docteur Fabien Farge, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu avec un accessoire de pêche. Voilà, je ne suis pas venu seul. Aujourd'hui, on va voir comment se séparer d'un hameçon un peu trop collant. Voilà. Ah, donc en cas de pêche, si jamais l'hameçon se coince, Exactement. comment faire pour le retirer sans danger? fait, ouais. Ça vous est déjà arrivé Ah oui, j'ai deux mains gauches. Hein. Docteur Jean-Victor Blanc, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez de films, de séries pour parler de santé mentale de façon plus large. Et aujourd'hui, coup de cœur pour une série qui parle un peu de votre discipline. Exactement, ça parle de psy, c'est la série qui s'appelle Shrinking et ça va être l'occasion de faire la différence entre les différents psys. Il y a les bons psys, les mauvais psys, mais il y a aussi les psychiatres, les psychologues, les psychanalystes. On va faire le point sur tout ça. C'est comme les chasseurs, c'est ça? Exactement. Le Mac de la Santé, c'est également du reportage. Et dans notre série Le Pouls de la France, direction le département de la Manche, dans un centre de réadaptation qui utilise entre autres de l'eau de mer pour la rééducation auprès de patients après une maladie ou une opération. Nous répondrons ensuite à toutes vos questions autour des traitements non médicamenteux des douleurs de dos qu'on appelle les lombalgies. Il sera question évidemment d'activité physique, de kinésithérapie, de renforcement musculaire. Nous serons d'ailleurs avec un médecin rhumatologue accompagné d'un kinésithérapeute. Nous sommes en direct, on attend toutes vos questions par SMS au 41 555, mais tout de suite le journal avec Emma Strack. Bonjour Emma. Bonjour Jimmy, bonjour à toutes, bonjour à tous. On en parle régulièrement, des délais toujours plus longs pour obtenir un rendez-vous médical. Oui, c'est ce qui ressort du baromètre publié ce matin par la Fédération hospitalière de France. Plus de 2 mois pour un rendez-vous chez le gynécologue, le psychiatre ou l'ORL, jusqu'à 3 mois pour un cardiologue et même 4 mois et demi pour un dermato. C'est 2 fois plus long qu'en 2019. Et au bout du compte, eh bien, ce sont évidemment les patients qui en pâtissent. Et pour en parler, nous sommes ravis d'accueillir Zeynep Riet, déléguée générale de la FHF, la Fédération hospitalière de France. Bonjour. Et bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a entendu les chiffres qu'Emma a donnés, 3 mois pour un cardiologue, 4 mois pour un dermato, mais c'est aussi compliqué pour obtenir un rendez-vous chez le généraliste. Tout à fait, vous avez raison. Ce baromètre met en évidence 2 choses. La première, c'est que les délais d'accès à des rendez-vous, qu'il s'agisse de spécialistes ou de généralistes, se sont accentués et aggravés. Et que la deuxième, ça concerne toutes les régions. Et pour le généraliste, le délai de consultation, il est A moyen? été multiplié par 2, c'est-à-dire qu'on est aux alentours de 12 jours. 12 jours pour avoir Oui. un rendez-vous chez le généraliste, Tout alors à que fait. pour un renouvellement de traitement, ça peut passer. Mais quand il y a une semi-urgence, 12 jours, Tout soit à on fait. s'aggrave, soit la maladie est partie. Tout à fait. Ça concerne toutes les régions, disiez-vous, mais enfin avec quand même des inégalités d'une région à l'autre quand même. J'ai une illustration, un exemple frappant. Si je veux consulter un psychiatre, je devrais attendre 20 semaines dans les Hauts-de-France, contre 6 si je suis en Île-de-France ou en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que ça veut dire que dans notre pays, aujourd'hui, il n'existe plus d'égalité d'accès aux soins? Alors, aujourd'hui, il existe une égalité d'accès aux soins, de prise en charge en soins, puisque à l'hôpital public notamment, quelle que soit votre situation, vous serez pris en charge. En revanche, ce que met en évidence ce baromètre, c'est qu'il existe des inégalités territoriales d'accès aux soins, avec des délais de rendez-vous, comme vous venez de le dire, plus longs dans certains territoires et avec des disciplines quasiment inaccessibles. Et
C'est ce qui révolte les Français, puisque 85% des Français disent aujourd'hui qu'ils n'acceptent plus ces inégalités territoriales de santé. Et donc, il faut absolument apporter des réponses. Alors, ils sont en colère, ils se révoltent, vous avez raison, ils n'acceptent plus, mais en bout de chaîne, c'est eux qui trinquent. On imagine qu'il y a quand même certains types de populations, certains patients qui vont souffrir encore plus que d'autres de cette inégalité aux soins. Oui. Alors peut-être qu'il faut expliquer pourquoi. Et puis je pense que votre émission participe aussi à pouvoir aider et éclairer. C'est qu'à la fois, nous sommes dans une société qui vieillit, et à la fois, nous avons une augmentation des maladies chroniques, mais en face, donc des besoins de santé qui augmentent. Et cela, ça varie d'un territoire à l'autre. Mais en face, nous avons insuffisamment de médecins. Alors malgré que nous ayons augmenté le nombre de médecins formés, on se retrouve avec des tensions à la fois sur certaines disciplines qui sont bien connues, psychiatres, gériatres, gynécologues, pédiatres. Et pour cela, il faut pouvoir planifier des réponses. Il y a des réponses d'ores et déjà qui sont un peu importées, mais qui ne répondent pas à l'amélioration de l'accès aux soins. Je pense notamment à l'ophtalmologie et aux actes qui sont délégués, aux compétences déléguées, aux opticiens ou aux orthoptistes, par exemple. Le problème et le risque, si on se met du côté des patients, c'est le renoncement aux soins. Oui. Et au bout du compte, la perte de chance. Oui, et là, vous pointez quelque chose d'extrêmement préoccupant, puisque 73% des personnes interrogées disent qu'elles ont renoncé à au moins un acte de soin durant ces 5 dernières années. Elles étaient 63% il y a 2 ans. Ça représente 7 millions de personnes en plus qui ont renoncé à un acte de soin. Et c'est quoi concrètement les situations dans lesquelles on se retrouve ? C'est par exemple, les délais de rendez-vous sont trop longs. Donc j'appelle, quel que soit l'outil que j'utilise, l'outil numérique, et on me dit que j'arrive pas à avoir un rendez-vous. Je réessaye une 2e fois. Puis la 3e fois, je passe à autre chose ou j'oublie, j'abandonne. La 2e cause, c'est l'accessibilité financière qui apparaît en 2e cause. Et donc là, c'est probablement l'avance des frais lorsqu'il s'agit d'une consultation de spécialiste qui peut être jugée trop onéreuse. Quand il y a des dépassements d'honoraires, notamment. En secteur 1, je ne dis pas que c'est accessible, mais ça l'est un peu plus que quand il y a des dépassements. Vous avez tout à fait raison. Et en général, on a quand même beaucoup de spécialistes qui sont en secteur 2. Et par ailleurs, ça concerne aussi le reste à charge, comme vous venez de l'évoquer, lorsque la complémentaire santé ne couvre pas la totalité. Alors, faute de trouver un rendez-vous chez le médecin, la moitié des Français sont déjà rendus aux urgences, et après on les culpabilise, pour une situation non urgente. Oui. Mais quand on voit 12 jours chez le généraliste, pas de spécialiste ou des dépassements d'honoraires, en fait, ils y peuvent rien, les Français. Oui, vous avez raison. D'abord, il ne faut absolument pas qu'ils culpabilisent, parce qu'il ne s'agit absolument pas de pointer le comportement de nos concitoyens. Ils sont effectivement 49% à dire, et de façon très lucide, j'ai dû me rendre aux urgences faute d'autres solutions. Mais je savais que je n'avais pas d'urgence vitale. Et lorsque l'on interroge les moins de 35 ans, ils sont 57% aussi dans cette situation. Qu'est-ce que vous leur conseillez, vous ? Parce que ça, on sait bien que ce n'est pas la solution idéale, mais vous, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui en attendant que des solutions plus pérennes soient trouvées ? Qu'il ne faut absolument pas renoncer. Je sais que ce n'est pas facile et pas aisé, qu'il faut ne pas lâcher pour obtenir un rendez-vous. Et puis que si, malgré tout, il n'y a rien d'autre, il faut quand même, comme les 49% qui continuent à le faire, aller se rendre, qui n'ont pas d'autre solution, soit appeler le 15 pour être rassurés, et ils seront orientés, les services d'accueil d'accès aux soins. Et puis, si vraiment ils n'y arrivent pas et qu'ils sont encore très inquiets, les urgences. Mais ce sera l'hôpital qui éponge, encore une fois, ce qu'on ne peut pas accueillir en médecine de ville. Et parfois, en médecine de ville, on se dit, oui, on fait ce que l'hôpital devrait faire. L'intérêt de ce baromètre, c'est de dire une bonne fois pour toutes, il y a une réalité d'inégalité d'accès aux soins selon les territoires. Il y a aussi une deuxième réalité, c'est que l'on renonce et on se met en danger pour sa santé pour différentes raisons que l'on vient d'évoquer, et que la troisième, même si l'hôpital public assure, il ne pourra pas le faire éternellement, et donc il est urgent maintenant de se poser les bonnes questions, et surtout, les questions sont connues, mais d'y apporter les réponses de façon durable. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. On passe à un autre sujet. Près d'un adulte sur 5 est obèse en France et pour certains, les médicaments disponibles pour perdre du poids représentent non seulement un espoir, mais également une véritable révolution. Médicaments très utiles, mais ce ne sont pas non plus des remèdes miracles. Alors, il existe d'autres approches pour accompagner les personnes obèses et surtout, il s'agit de changer le regard. Ce soir, Marina Carrère-Dancos vous propose un nouveau numéro d'enquête de santé sur France 5. Regardez un extrait du documentaire réalisé par Marie-Agnès Huquet. Quelles solutions existent aujourd'hui pour accompagner au mieux ces malades ? Comme Séverine,
Maëva a décidé de prendre l'un des nouveaux médicaments pour traiter son obésité et pouvoir rejouer avec ses enfants. Ça représente un coût important, environ 300 € par mois. Donc il faut absolument que ça fonctionne. Bruno, lui, a eu recours à la chirurgie bariatrique, avec à la clé l'espoir de pouvoir remonter sur sa moto. Le fait de reprendre un physique normal, ça réouvre à nouveau vis-à-vis des gens. Et puis les gens aussi s'ouvrent par rapport à vous. Pour profiter pleinement de sa retraite prochaine, Sophie a décidé de faire face à la maladie. Depuis 2 ans, elle bénéficie d'une prise en charge expérimentale dans un centre spécialisé. Ça fait du bien en fait de se sentir presque normal, je dirais. Là, on n'est pas culpabilisé et ça, c'est hyper important. Faire face à l'obésité, c'est aussi se défaire de la culpabilité. Un long chemin, après des années à s'entendre dire que tout est une question de volonté. Tu manges trop. Tu devrais faire un régime. Gros tas. Grosse vache. Bouge-toi. Allez, bouge-toi. Feignasse! Arrête de manger. Tu te resserres? T'es sûr? Gros tas. C'est qu'une question de volonté. L'obésité n'est pas une maladie de la volonté. C'est bien plus compliqué que ça. Casser ses préjugés, c'est le combat de Quentin. Pour mieux vivre la maladie, il a décidé de prendre soin de lui et des autres en luttant contre la grossophobie. L'obésité, c'est pas un choix. On s'est pas dit « Ah ouais, c'est super, on va prendre du poids, on va être gros, et puis on va avoir des douleurs. On pourra pas s'habiller dans les magasins, on pourra pas s'asseoir dans une chaise en terrasse. » Si on pouvait se libérer de notre poids, on le ferait. On ne choisit pas d'être gros, c'est ce soir à partir de 21h sur France 5, un documentaire suivi d'un débat présenté par Marina Carrère-Dancos et Enora Malagré. Emma, est-ce que vous savez que je me suis remis à la course à pied? Oh, vraiment, oui. bravo. Eh ben, vous allez me proposer une course de sport, une séance un peu particulière. Ouais, avec une petite récompense au bout de la course. Je vous emmène courir, mais pas seulement pour le plaisir du sport. Regardez sur les réseaux sociaux, les adeptes de la course profitent de leur petite sortie pour fabriquer du beurre. Rien que ça. L'idée est venue à des joggeurs américains. Et à la question pourquoi, parce que oui, on s'est bien demandé pourquoi ils faisaient ça, ils répondent pourquoi pas. Bon, on a envie de savoir comment est-ce qu'on fait du beurre en faisant du sport. Alors déjà, en temps normal, pour faire du beurre, il faut mélanger de la crème. Et donc, les coureurs sont partis avec un petit récipient ou un petit sac bien fermé, évidemment, rempli de crème. Ils courent 8 à 10 km, c'est bon pour vous, à une vitesse généralement assez soutenue. Et surtout, ça marche. Regardez le résultat. Oh my God! C'est pas dingue, ça? Ah là là, ça c'est la France qu'on aime, ça, franchement. c'est génial. Vraiment. Et donc, évidemment, vous voyez derrière, ils se font une petite tartine pour fêter leur performance en tout genre de coureurs et de barateurs. Barateurs, c'est comme ça qu'on dit ceux qui font petit Le petit beurre mot. baraté. Baraté. Pas barité. Ouais, beurre de baratte. Beurre de baratte. Parce voilà. que c'est le truc traditionnel pour fabriquer du beurre. Bon. Ça, c'était la petite minute langue française. Bonjour, bonsoir. Oui, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, à demain. À demain. Merci beaucoup Emma. Et à demain. Dans quelques instants, nous répondrons à toutes vos questions autour des douleurs du dos et surtout des traitements non médicamenteux pour la soulager. Nous serons avec un médecin rhumatologue et un kinésithérapeute. Dans notre série Le Pouls de la France, direction le centre de réadaptation de Granville qui utilise de l'eau de mer pour la rééducation des patients après une maladie ou une opération. Un coup de cœur pour une série américaine, Shrinking, qui nous plonge dans l'univers des cabinets psy. C'est la chronique du docteur Jean-Victor Blanc. La saison de la pêche est bel et bien ouverte et il peut arriver qu'un hameçon soit coincé au niveau de votre peau, de la main. Comment le retirer sans danger? C'est la chronique du docteur Fabien Farge. Nous répondrons à la question de Claude qui aimerait savoir comment éviter et comment soulager une fissure anale. Eh bien, c'est Rim qui lui répond dans quelques instants. Nous sommes en direct, on attend toutes vos questions par SMS au 41 555 et il est temps de retrouver nos chroniqueurs. Rim, Fabien, Jean-Victor, très content de vous retrouver. Jean-Victor, je rappelle que vous êtes médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine, c'est à Paris. Vous analysez pour nous les films et séries et plus largement la pop culture pour nous parler de santé mentale et de troubles psychiques. Aujourd'hui, vous nous parlez de Shrinking, une série qui parle un peu de votre discipline. Exactement. Shrinking, la 3e saison est diffusée en ce moment sur Apple TV et c'est une série qui se passe dans un cabinet de psychologues en Californie. On va voir qu'il se passe beaucoup de choses, tant du côté des psys que de leurs patients.
patient. Parce que pour une fois, on va savoir si les psys, eux, ils vont bien. Parce que c'est une question qu'on se pose toujours. C'est une vraie question. Et ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'on va voir que les 3 personnages de psy, les 3 personnages principaux, ils ont chacun, finalement, ils affrontent des difficultés. Le premier, Jimmy, qui est joué par Jason Segel, il sort d'un deuil éprouvant. Il a perdu sa femme dans un accident de la route et il doit s'occuper à la fois de sa fille ado et de ses patients. Ses 2 collègues, Paul, qui est joué par Harrison Ford, qu'on retrouve très en forme dans ce rôle, brillant, c'est vrai, drôle et en même temps dramatique. Il est atteint, lui, d'une maladie de Parkinson qui va l'empêcher à un moment d'exercer son métier, notamment avec une maladie qui est évolutive. Et enfin, Gabi, qui est jouée par Jessica Williams, elle sort d'un divorce et a des relations familiales compliquées. On va voir tout ça dans un petit extrait de la bande-annonce. Attends, la légende est de retour. Oh, enfin. Le revoilà. Viens par là. Merci, Ouais. c'est chouette. D'accord. Attendez, Alice va bientôt devoir aller à la fac. Je vais peut-être aller à la fac dans le Connecticut. Comment tu le vis? Tout ce que je veux, c'est qu'elle reste vivre avec moi jusqu'à la fin de ma vie. Ensuite, elle fera ses propres expériences, comme toute femme de 70 ans qui se respecte. C'est très sain, tout ça. Je sais qu'il faut que j'avance, mais je me sens coincé, j'y arrive pas. Donc c'est des psys qui ont quelques problèmes. Et il y a cette idée reçue que quand on travaille dans le milieu psychiatrique, on a forcément un problème un peu psy. C'est un peu donc, une idée Jimmy, reçue, c'est ça. pas très gentil. Non, mais c'est une idée reçue, justement. Où voulez-vous en venir? Non, bien sûr. Ce qui est intéressant dans cette série, c'est que justement, ces professionnels, ils affrontent des éléments de vie compliqués, un deuil, une rupture, une maladie, mais ça n'en fait pas des malades psychiatriques et ils restent professionnels et c'est ce qui les rend attachants. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend aussi la série attachante, c'est que les psys, comme les patients, finalement, sont assez réalistes et attachants. Alors, c'est sûr que ça peut me faire penser un peu à mon métier, même si c'est un cabinet de psychologie en libéral, donc c'est assez différent de l'exercice, moi, de psychiatre à l'hôpital. Mais justement, j'avais envie de profiter de cette chronique pour redéfinir un peu qui sont tous ces psys. Donc on va commencer par le psychiatre. Votre métier. Exactement. Psychiatre, c'est un médecin, donc c'est quelqu'un qui se spécialise en psychiatrie. C'est 10 ans d'études environ pour la prise en charge, la détection, la prévention des maladies psychiques, comme par exemple le trouble bipolaire, la dépression, la schizophrénie ou les addictions. C'est les seuls psys, du coup, qui peuvent prescrire des médicaments. Et en tant que psychiatre, on peut travailler en clinique, privée, en libéral, en consultation ou à l'hôpital. Et comme pour tous les médecins, il y a une prise en charge qui peut être proposée par la sécurité sociale. Donc ça, c'est pour les psychiatres. Et à côté, on a les psychologues. Exactement. Les psychologues, eux, ils sont diplômés. C'est des spécialistes. Ils sont formés. Ils font 5 ans d'études de psychologie. Ils ont un Master 2. C'est pas des médecins, donc ils prescrivent pas de médicaments. Et le problème, c'est qu'en France, l'accès à des consultations de psychologie, elle est très mal prise en charge. En dehors de certains dispositifs comme Mon Psy ou les mutuelles, pour beaucoup de patients, c'est pas pris en charge. Il y a plusieurs courants qui existent dans la psychologie et dans Shrinking, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est vraiment une thérapie plutôt moderne, assez loin de ce qu'on voit souvent en France avec la psychanalyse. Justement, l'occasion de définir qui sont les psychanalystes et qu'est-ce qu'ils font. La psychanalyse, c'est une méthode qui a été fondée il y a plus de 100 ans par Sigmund Freud qui repose sur l'analyse de l'inconscient. Beaucoup de psychanalystes sont également psychiatres ou psychologues, mais ce n'est pas le cas de tous. Et c'est là que c'est un peu problématique parce que, en fait, être psychanalyste, ça ne correspond pas à une formation ou un diplôme donné. Donc, virtuellement, n'importe qui peut s'autoproclamer psychanalyste. C'est la même chose pour tout ce qui va être psychopraticien, psychoach, psycho-énergéticien, avec beaucoup de flou autour de ces notions et aucune régulation pour ces titres-là. Du coup, que je comprenne bien, Jean-Victor Blanc, psychologue, on voit, psychiatre, on voit, mais dans quel cas on fait une psychanalyse? Est-ce que est-ce que c'est des choses qui est validées par la science? Est-ce que c'est reconnu? J'ai une dépression. J'ai intérêt à voir qui, moi? Le psychiatre, le psychologue ou le psychanalyste? Moi, mon conseil, c'est vraiment de commencer par une évaluation avec un psychiatre. C'est le seul qui va pouvoir poser un diagnostic et ensuite, en fonction, adresser pour une psychothérapie chez un psychologue ou prescrire un médicament si besoin, voire une hospitalisation. Et c'est vrai que souvent, ce qu'on voit, c'est que lorsque c'est pas le cas, c'est là qu'il peut y avoir des dérives. On voit une plaque avec écrit psy, on imagine qu'on va tomber face à un professionnel, alors qu'en fait, parfois, c'est des charlatans. D'où l'important. Les mots sont durs, sont forts, durs mais justes. Ça peut être des charlatans. Donc, c'était important pour vous de bien faire la distinction entre ces différents métiers, psychanalyse.
Psychanalyste, pardon, psychologue et psychiatre. Bien sûr, et puis tous les autres psys surtout. Et cette distinction, elle est importante parce que tous les jours, hein, on voit à l'hôpital, moi j'ai des patients qui me disent j'ai été su pendant 5 ans par un psy. Je dis mais c'était quoi comme psy? Ils ne savent pas. Donc c'est un peu problématique de se dire qu'il y a quand même une perte de temps, parfois une perte de chance, et qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas finalement qui ils avaient en face d'eux, avec potentiellement des abus, notamment parce que quand on ne va pas bien, on peut aussi être plus apte à croire un petit peu n'importe quoi et n'importe qui. Donc c'est vrai que c'est important de préciser, de savoir au moins à son psy, de dire en fait quel diplôme vous avez, quelle formation vous avez. Et ensuite, le psychiatre, il peut éventuellement adresser un psychologue. C'est un peu le petit regret que j'ai quand même par rapport à Shrinking, c'est que c'est une série qui parle du coup de maladie mentale, mais il n'y a pas du tout de psychiatre dans la série. Eh bien, c'est un appel du docteur Jean-Victor Blanc pour la saison 4 qui est disponible pour venir jouer et tourner le rôle d'un psychiatre. Bon, même sans psychiatre, vous recommandez quand même la série? Oui, vraiment, je la recommande. C'est une série qui est attachante, qui mélange bien, je trouve, le côté drame et en même temps la comédie. Les personnages, ils sont vraiment intéressants et puis on les voit évoluer sur le long terme. Et puis ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit bien comment les différents psys finalement s'entraident aussi autour des cas qui peuvent les mettre en difficulté, autour des patients qui sont compliqués. Et ça, je trouve que c'est assez réaliste parce que dans la vraie vie, c'est aussi comme ça qu'on arrive à aider les gens, parfois en s'aidant aussi avec des professionnels. Donc c'est validé. Rim, vous avez vu cette série? J'adore, c'est ma série du moment. Ah ouais, parce que moi j'adore la psychologie, c'est hyper drôle, c'est touchant, ça me donne envie d'être psy. Non, vrai. Voilà. Eh ben, on va regarder ça. Voilà pour la recommandation. Merci beaucoup Jean-Victor Blanc. Et tout de suite, on retrouve le docteur Fabien Farge. Mais avant ça, on a reçu la question de Sabine, qui est aide-soignante et qui a régulièrement mal au dos après le travail. Elle aimerait savoir comment être soulagée sans prendre de médicaments. Eh bien, nous y répondrons dans quelques instants dans notre dossier du jour consacré au mal de dos. Docteur Fabien Farge, notre MacGyver de la médecine. Vous êtes médecin urgentiste, spécialisé dans les interventions en milieu isolé. Vous allez nous parler d'accidents de pêche, parce que la saison de la pêche a ouvert ce week-end, la saison de la truite. Vous le saviez peut-être ça? Non, Jean-Victor? Non, je ne l'ai pas. Eh bien, vous avez l'information. Et vous allez nous expliquer, c'est très sérieux, comment décrocher un hameçon. Exactement. Alors, c'est absolument pas anodin. Il faut savoir qu'il y a 2,5 millions de Français qui pratiquent la pêche de loisirs. Ah, quand même. Donc, 2,5 millions, on peut voir à peu près le nombre d'accidents qu'on peut avoir avec des hameçons. Hein. Alors, pour illustrer ça, je vais vous parler d'un marin que j'ai eu à traiter dans les terres australes et antarctiques françaises. Voilà, c'est bon, il faut s'accrocher un peu sur cette photo. C'est un hameçon de palangrier qu'il a eu dans la main. Alors, pour la petite anecdote, il a failli partir par le fond, tiré par la ligne. Et heureusement, son collègue à côté a coupé le fil avec une machette et lui a sauvé une hachette et lui a sauvé la vie. Voilà. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que cet hameçon, donc c'est un hameçon qui est très gros, mais la technique qu'on utilise, la logique est la même, quelle que soit la taille de l'hameçon. Alors concrètement, justement, comment on fait pour décrocher un hameçon et qu'est-ce qu'on fait si ça nous arrive? Alors déjà, la première chose, si on a un hôpital qui n'est pas à proximité, il vaut mieux y aller. Hein, surtout dans les cas qui sont présentés là, quand on a un hameçon au niveau de l'œil, près de l'œil, voilà, quand ça touche une structure noble, une articulation, une artère, une veine, un nerf, si ça saigne beaucoup, si l'hameçon est enfoncé profondément, si l'hameçon est sale, rouillé et qu'il faut remettre à jour son tétanos, là il vaut mieux aller à l'hôpital. Mais heureusement, dans la majorité des cas, les hameçons c'est superficiel et on peut se débrouiller tout seul comme un grand. Alors se débrouiller tout seul, mais ça nécessite un peu de technique et vous allez nous montrer justement comment on fait. Voilà, alors j'ai vraiment le sacrifice chevillé au corps, mais je ne vais faire ça pas sur moi, mais sur une cuisse de poulet. Voilà. Alors je vais vous montrer. Alors déjà, il faut voir comment c'est un hameçon. Un hameçon, c'est intéressant parce que en fait, tout est fait dans l'hameçon pour pas se retirer, pour pas partir. Vous avez d'un côté l'ardillon, c'est comme un petit harpon qui évite d'aller en arrière, et de l'autre côté, vous avez l'œillet, cet œillet qui, lui, là où on met le fil. Et là, on peut pas aller vers l'avant, d'accord? Et donc l'idée, ça va être de couper au niveau de l'œillet pour pousser l'hameçon dans le sens de sa courbure naturelle. D'accord. Voilà. Donc on a compris le principe. Place à l'activité pratique. À la démonstration. Alors, vous allez, hop, je vous fais passer des lunettes. Des lunettes, pardon. Mais pourquoi faire? Voilà. Vous allez comprendre. On va tous mettre des lunettes? Nous, on en a. Vous en avez, effectivement. Voilà. Donc, vous avez deux situations. La première, c'est quand votre hameçon, il est rentré et il est ressorti. C'est merveilleux, on est très content. On a d'un côté l'ardillon et de l'autre côté l'œillet. Donc, quand on est dans cette situation-là, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va d'abord désinfecter, bien évidemment. Si on n'a pas de désinfectant, on fera à l'eau et au savon. Puis, si on n'a pas de savon, à l'eau claire, comme d'habitude. Hein. Et puis ensuite, il va falloir couper. Alors,
quand on coupe au niveau de l'œillet, donc ici, il faut faire attention parce que l'œillet va être éjecté. Et donc, il faut demander aux gens qui sont autour de vous de fermer les yeux ou de tourner la tête. Voilà. Et vous voyez, comme il a été éjecté. Ah oui, il est parti long, effectivement. Ouais, non, il faut faire attention. Ouais, faut faire attention. Et là, on n'a plus qu'à pousser dans le sens de la courbure naturelle de l'hameçon. Et hop, il est parti. C'est Très vraiment simple. très, Premier très cas de simple. figure plutôt Facile. Voilà. Ouais. Celui qui est un peu plus taquin, en fait, c'est quand l'hameçon est enfoncé, on est dans cette situation-là. Alors qu'on va montrer, parce que là, on n'a pas bien vu comment est-ce qu'il était, la situation. Voilà, Est-ce qu'on peut montrer l'ardillon n'est pas sorti. OK. Et là, ce qu'il va falloir faire, il va falloir continuer le mouvement, d'accord. Et il va falloir pousser vers l'avant pour refaire sortir l'ardillon. On le remet dedans. Exactement. Et là, on se retrouve dans la situation de tout à l'heure. Voilà. Et il va falloir couper, attention, les yeux, et voilà, c'est fini. On repousse, il va arriver là, on repousse, on enlève, et voilà, on est libéré, délivré. Alors là, Voilà. c'était sur une cuisse de poulet qui n'a rien dit, mais on imagine que ça fait un peu mal quand même, non? Alors la première situation est peu douloureuse, d'accord. C'est pas douloureux, il suffit juste de pousser, c'est un peu désagréable. Par contre, la deuxième, effectivement, c'est un peu plus rock'n'roll. Alors je vais donner 2 tips pour pouvoir éviter la douleur. Il faut savoir qu'on a 5 à 10 secondes avant que le cerveau soit vraiment noyé par l'appréhension. Donc, dès que ça arrive et que vous voyez que dans votre doigt, vous avez votre hameçon qui est toujours dedans, eh ben, il ne faut pas hésiter tout de suite, vous poussez, et effectivement, ce sera beaucoup plus simple. Si vous attendez ces 10 secondes, vous les dépassez, à ce moment-là, ben, on va à la maison, on n'est plus dans l'urgence. Et on peut mettre des glaçons, voilà, pour engourdir la zone. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, il faudra faire ce petit geste viril mais correct. Et il reste la troisième solution, bien évidemment, c'est l'hôpital, où là, on vous fera une anesthésie. Alors, Voilà. si on coupe l'œillet, mais sans faire sortir l'ardillon, est-ce que c'est une bonne idée? Alors, c'est pas une bonne idée, parce que pour peu que l'ardillon soit planté dans le muscle, quand vous allez couper, en fait, il peut y avoir un réflexe du muscle qui va carrément gober, avaler l'hameçon. Et donc, on se retrouve avec l'hameçon noyé dans le muscle, et la sanction, là, elle devient chirurgicale. Bon, alors, on a bien compris voilà ce qu'il faut faire. Alors, on a aussi également des hameçons avec 3 têtes, là, les triples. Voilà, c'est ce que je vous ai amené là, l'hameçon triple, hein, c'est assez taquin. Ce sera exactement la même chose, hein, exactement la même technique. Maintenant, c'est vrai que l'hameçon triple est plutôt une indication d'aller à l'hôpital pour le faire enlever. Alors, je vais mettre mon déguisement de père Castor et vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée en Amazonie. C'était en Amazonie brésilienne, avec un garimperos qui est venu vers moi, avec un hameçon triple. Il avait l'hameçon coincé dans le doigt. L'autre branche, c'était un piranha, un petit piranha bleu et rouge, pas les gros, les petits, là, qui sont taquins. Et la troisième branche, c'était dans la babine de son chien. Oh. En fait, le chien avait voulu attraper le piranha, et donc il s'est accroché. Donc autant vous dire que sur les 3, il n'y en a qu'un qui était coopérant. Voilà. Donc, ça a été c'était un moment de bravoure. Ce qui veut dire que moi, si j'ai un conseil à donner en cette période d'ouverture de la pêche à la truite, c'est que si jamais vous allez pêcher le piranha, n'y allez pas avec votre chien. C'est pas une bonne idée. Merci beaucoup, docteur Fabien Fard. Et tout de suite, on prend le pouls de la France. Et direction le centre de réadaptation de Granville, qui utilise l'eau de mer dans le cadre de rééducation pour des patients après une opération ou une maladie. Reportage de Delphine Renaud, Mathieu Vibo, Nathalie Vincenti. Face à la mer, bâti sur une pointe rocheuse, un centre de rééducation les pieds dans l'eau. Le lieu n'a pas été choisi au hasard. Ici, la Manche joue un rôle important pour les patients. Léa est arrivée il y a 2 mois. La jeune fille souffre du syndrome de Guillain-Barré, une affection neurologique rare qui avait entraîné une paralysie totale de son corps. Quand je suis arrivée ici, les jambes, il n'y a presque rien qui bougeait. J'étais énormément paralysée à droite. Impossible de me mettre debout, rien du tout. Et maintenant, à l'heure actuelle, je marche. Entre les barres parallèles et avec un déambulateur, mais c'est quand même une marche et c'est quelque chose qu'on m'aurait dit 2 mois en arrière, je n'aurais pas cru encore, je pense. C'est que du bonheur de marcher, quoi. Que du bonheur de marcher, j'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais vraiment. Et moi, en plus, j'étais ancienne nageuse. Donc ça m'a fait beaucoup de bien la première fois que je suis retournée dans l'eau, et surtout l'eau de mer, ça fait du bien. Pour sa rééducation, de la balnéothérapie. Léa n'est pas seule à enfiler le maillot. Son kinésithérapeute l'accompagne. Donc, tu vas commencer à monter les genoux. Alternativement, Ça va. c'est pas ce qui est le plus difficile pour toi. Non, il faut des choses pas trop faciles. Non. Sinon, j'évolue pas. Léa ne se ménage pas. Elle a un mental de battante. Ça me fait du bien, déjà.
parce que je ressens mon corps refonctionner. Vraiment, ça me remuscle, quoi. Le soir, j'ai un peu de courbature, donc c'est mon signe. Tu vas marcher en ligne droite. Dans l'eau, Léa retrouve un équilibre qui lui permet de marcher sans tomber. L'eau permet également de faire une résistance au mouvement, donc ça va permettre d'effectuer un renforcement musculaire. L'objectif maintenant, c'est de le faire aussi hors de l'eau. Dans les barres parallèles, j'ai tout de suite voulu essayer de marcher toute seule. Et bon, pour l'instant, c'est très fébrile, je tiens pas aussi longtemps que là, mais je commence à détacher les mains petit à petit, donc ça veut dire que l'équilibre, je commence vraiment à le travailler, quoi. Ici, pour alimenter les piscines, c'est l'eau de la Manche qui est utilisée. La mer est directement pompée, puis filtrée et chauffée à 30 degrés. Le fait d'utiliser de l'eau de mer permet d'avoir aussi des oligo-éléments, une certaine épaisseur, viscosité de l'eau un petit peu différente, qui change et qui améliore encore le soin. Sur certains patients, notamment un peu plus âgés, vous avez une appréhension au mouvement, de peur d'avoir mal, et le fait d'être dans l'eau de la mer est une aide énorme. Après son opération du dos, Guy doit suivre une rééducation quotidienne. Son planning est dense, il travaille ses jambes, mais aussi son bras gauche paralysé. Écarte au maximum, concourez, très bien. Et on ramène en soufflant. Allez, une dernière et après on fait une petite pause. C'est bien. Pour le bras, là, qui est, il ne tient plus, vous voyez mon bras. Et j'arrive dans l'eau à faire des mouvements que je ne peux pas faire autrement. Hein. La densité de l'eau de mer permet une meilleure résistance que celle de l'eau douce. Donc on profite justement du bénéfice de l'eau et encore plus de l'eau de mer pour venir renforcer justement les muscles déficitaires au niveau des épaules. Avec certains matériels comme la frite, on peut rajouter de la résistance et donc venir travailler de manière un peu plus intensive sur certains muscles. Vous faites bien là? C'est très bien. Et là, j'étais bon? Oui. À 86 ans, Guy arrive à enchaîner des exercices très différents et à remuscler l'ensemble de son corps. J'avais perdu 6 kilos de muscles. Alors là, je suis en train de les récupérer. Ils me font faire tout un tas d'exercices pour pouvoir... Et j'en ai déjà récupéré pas mal. La mer joue aussi sur le moral des patients. Au centre, Guy ne se lasse pas de cette vue apaisante. On fait de la rééducation avec un... Quand vous voyez ça, le paysage, regardez la mer, les vagues, c'est un endroit formidable. Je ne suis pas tellement piscine, moi. Je suis plus pêcheur que piscine. Et puis, une fois que j'ai goûté au bain, je me suis dit, c'est bénéfique. Grâce à cette prise en charge très spécifique, dans quelques mois, Guy espère retrouver toute sa motricité. En moyenne, 4000 patients sont pris en charge chaque année dans ce centre de rééducation. Et tout de suite, c'est Rim qui répond à toutes vos questions. Mais avant ça, si vous le voulez bien, Rim, on a reçu une question pour vous, docteur Fabien Farge. Que faire si l'hameçon est rouillé? Et c'est Afef qui nous écrit de Biscarrosse. Si l'hameçon est rouillé, on va l'enlever de toute façon. Et puis après, il faut vérifier le statut de sa vaccination antitétanique. Et puis, il faut absolument, si on n'est pas à jour ou s'il y a un doute, il faut aller voir son médecin traitant. Il va falloir se mettre à jour. Après, bien évidemment, avoir désinfecté. C'est sûr. Et bien voilà pour la réponse de AFF. Et là, vous allez répondre à la question de Claude. Oui, Rim. c'est Claude qui nous a écrit en disant « Pouvez-vous parler de la fissure anale et des solutions qui existent ?» Alors, on va d'abord vous faire un rappel anatomique pour que vous compreniez bien ce qu'est une fissure anale. On est au niveau du tube digestif et de sa partie terminale. Vous avez le rectum en haut, le canal anal et l'orifice externe qui s'appelle l'anus, qui peut être le siège d'une fissure. Et une fissure, c'est tout simplement une espèce de déchirure, une plaie que vous allez avoir au niveau de la muqueuse, responsable de douleur, dans une zone où vous pouvez également avoir des hémorroïdes, totalement différentes de la fissure que vous voyez juste ici, en bas de votre écran. Voilà, et c'est vrai que c'est un sujet qui est assez tabou et pourtant très fréquent, puisque c'est la deuxième affection la plus courante après les hémorroïdes. Et la fissure anale, elle peut avoir plusieurs causes. Alors ça touche beaucoup les femmes post-accouchement. Il y a tout de même 15% des femmes qui sont concernées. Elles peuvent aussi être associées à des maladies inflammatoires de l'intestin, type maladie de Crohn. Et là, ça peut vraiment faire mal. Et puis la situation la plus courante, c'est celle créée par une selle volumineuse et dure. Et au moment d'y aller, malheureusement, ça va déchirer un petit peu la peau de l'anus. Et la douleur, elle est absolument insupportable et elle peut également s'aggraver dans le temps. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on va aller aux toilettes, et parfois une ou plusieurs fois par jour, ça va se rouvrir un petit peu, ça va faire très mal. Donc on peut avoir mal à ce moment-là, mais aussi après. Ce qui va se passer, c'est qu'en plus, le muscle, il va avoir tendance à se contracter à cause de la douleur. Et plus ça fait mal, plus on se retient, plus les selles deviennent dures.
et plus on a mal. Et donc, c'est un cercle vicieux. Et quand on ne le prend pas en main, eh ben, ça peut durer plusieurs semaines. Donc, plusieurs semaines à avoir mal, c'est quand même compliqué. D'où l'intérêt d'agir au plus tôt pour pas que ça s'aggrave. Et on va agir sur 2 leviers, le transit et la cicatrisation. Exactement, c'est ce que m'expliquait donc le gastro-entérologue que j'ai interviewé, le docteur Reynaud. D'un côté, on va jouer sur le transit avec donc des laxatifs. On va créer les selles les plus molles possibles, comme ça nous fera moins mal. Et puis, on va aussi jouer sur l'alimentation, qu'elle soit riche en fibres et une bonne hydratation. Et ensuite, eh bien, on peut jouer sur la cicatrisation et la douleur avec des crèmes en vente libre qui contiennent pour certaines un petit anesthésiant. Elles peuvent aider, mais ça ne marche pas toujours. C'est ce que m'expliquait le gastro-entérologue. Et on peut également mettre une crème anesthésiante. Donc ça va aider pour la douleur. Et enfin, les suppositoires hémorroïdaires peuvent aider parce qu'ils vont créer un film protecteur qui va protéger cette zone. Évidemment, si ça ne passe pas, il est impératif de consulter parce que bon, s'auto-diagnostiquer une fissure anale, c'est pas évident. Exactement. Si au bout de 3-4 jours, vous avez mal, que malgré ce que vous essayez, ça ne marche pas, on prend rendez-vous chez un gastro-entérologue ou un proctologue, dont c'est le métier. Il va vous examiner en faisant attention puisque ça fait mal et pourra vous donner des traitements efficaces. Alors, dans de très rares cas, on peut avoir recours à une chirurgie, mais elle est quand même assez lourde, assez importante. Donc, c'est vraiment dans les cas assez exceptionnels. Dans la grande majorité des cas, ça guérit bien. Et le message à retenir que je voulais faire passer aux téléspectateurs en parlant, c'est vraiment de ne pas être gêné, d'aller consulter parce que plus on agit vite et mieux ça va cicatriser. Oui, en tant que médecin, que vous avez mal aux fesses ou à l'oreille, Oui. pour nous, c'est strictement pareil en quelque sorte. Exactement. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai parlé aujourd'hui parce qu'il n'y avait que des médecins autour de la table. Donc je me suis dit que voilà, vous étiez prêts. Donc, première loge. Merci beaucoup, Rim. Comment on fait pour vous envoyer les prochaines questions? Donc c'est rim@allodocteur.fr et WhatsApp 06 58 75 04 71. On passe à notre dossier du jour. Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir mal au dos, sédentarité, surpoids, port de charge lourde. Les causes sont multiples, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions simples pour vous soulager. On répond à toutes vos questions avec nos spécialistes. Car nous avons 2 spécialistes. Le professeur Bruno Fautrel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du service de rhumatologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. C'est à Paris, c'est la PHP. Et nous sommes avec Ton Kiné. Emeric, bonjour. Vous êtes masseur kinésithérapeute et accessoirement le kiné le plus musclé de France. Du travail. On vous voit de temps en temps, mais là, voilà, c'est d'abord, je ne l'avais pas vu. Vous avez pris encore du biceps et des volumes. On a laissé un peu de place d'ailleurs. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions par SMS au 41 555. On a reçu énormément de questions. Les problèmes de dos, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. On est quasiment tous amenés un jour ou l'autre à avoir mal au dos. Très fréquent. 70 au moins % de la population peut avoir mal au dos un jour. Et le plus difficile, c'est de faire la part entre ce qui n'est pas grave, ce qu'on va gérer facilement, ou ce qui est grave, qui correspond à une maladie éventuelle. Et justement, Françoise nous dit, le lumbago, c'est quoi? C'est un problème musculaire et pourquoi ça fait mal? Alors, il est important de comprendre quelles sont les structures qui peuvent vous faire mal quand on parle de mal de dos, parce que c'est un terme qui est très générique. On comprend assez facilement que vous pouvez avoir des douleurs musculaires, puisque vous avez les trapèzes juste ici, le muscle grand dorsal, donc on peut avoir des douleurs musculaires liées à des lombalgies. Et puis, les vertèbres en tant que telles peuvent faire mal. Une vertèbre qui se tasse, de l'arthrose, mais vous avez également des disques avec la fameuse hernie discale qui peut ne donner aucun symptôme, donner des douleurs du dos ou venir comprimer une racine nerveuse et donner la fameuse sciatique. Donc quand on dit le mal de dos, c'est plutôt les maux de dos. Ce sont les maux de dos. Le lumbago, c'est simplement une lombalgie qui est aiguë et on ne cherche pas à savoir ce qui fait mal. C'est juste les symptômes et il faut que ça passe rapidement et auquel cas, pas de question à se poser au-delà de la douleur. Ça veut dire que le lumbago, j'ai pas besoin d'aller courir chez l'ostéo. Je fais un déménagement, je me coince le dos, ou je ramasse une savonnette et j'ai mal au dos. Je me dis pas tout de suite le kiné ou... Ouais, exactement. C'est en plus sachant qu'il peut y avoir comme ça un élément déclencheur, un port de charge lourde. Dans la grande majorité des cas, ça va partir tout seul. Ça peut ne pas être anodin et donc de passer quand même par un médecin pour surveiller certains signes, ça peut être intéressant. Surtout si ça apparaît sans raison particulière. Mais dans de grandes majorités, des exercices et un peu de temps finissent par faire passer les symptômes. Dounia nous demande est-ce que le stress peut provoquer ou aggraver le mal de dos? Moi, des fois, je vois des patients, ils ont un mal au dos, ils n'ont pas fait grand-chose, ils ont juste porté une petite charge lourde. Et je leur dis, vous en avez plein le dos peut-être. Alors, c'est facile à dire. Le stress, forcément, va augmenter tout phénomène douloureux. Donc, à partir du moment où on est sous tension, on aura plus mal, que ce soit à la tête, que ce soit au dos. Après, il peut y avoir des façons de se bouger parce qu'on est contracté, parce qu'on est contrarié. Et donc ça peut ensuite déclencher des douleurs. Mais voilà, l'intensité de la douleur n'étant pas le reflet de la gravité de ce qui se passe dans le dos. Donc on peut avoir très mal et c'est pas forcément très grave. Absolument. Et est-ce que l'âge est forcément un facteur? On a un peu cette image qu'en vieillissant, on a forcément mal au dos. Est-ce que c'est le cas?
Alors, ça ne s'applique pas au dos. Plus on vieillit, plus on sent qu'on a des articulations. À 20 ans, on ne se pose pas de questions. À 40, on commence à avoir un certain sentiment qu'on a des articulations et que ça peut faire mal. Et puis, plus on avance en âge, honnêtement, et plus il peut y avoir des sensations douloureuses dans les articulations. Mais ce n'est pas une fatalité qui va dire que ça y est, on a à vivre tous les jours et tout le temps avec la douleur. Léon Pierre, il a 62 ans, il a des douleurs lombaires depuis des années. Il a son épouse qui lui conseille de faire du yoga ou du pilates, en disant que ça peut l'aider. Quand on a mal au dos, le traitement, c'est le mouvement. Absolument. Et d'ailleurs, vous avez suivi, on avait filmé dans votre service, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, un cours de rééducation, réadaptation un peu particulier, un cours de danse. Absolument. Donc, il y a des sports dont on pense que ça permet de renforcer les muscles du tronc, donc les abdominaux, les muscles paravertébraux, donc de chaque côté de la colonne. Le pilate, c'est une des techniques ou une des activités physiques qui peuvent aider à ça. Le yoga également, il y en a d'autres, la boxe. Donc, il y a bien des activités physiques qui vont faire travailler les muscles qui sont importants pour la colonne. Mais globalement, une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas vraiment de contre-indication pour un sport. Souvent, les gens disent, mais est-ce que je peux faire tel ou tel sport si on a envie de faire un sport? À partir du moment où on y va progressivement, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de sport qui soit contre-indiqué. Aymeric, on parle souvent de position. On a Chantal qui nous dit comment choisir un bon matelas ou une bonne position. Je dors mal à cause de mon dos. Est-ce qu'il y a une position qu'on devrait privilégier quand on a des problèmes de dos ou pas spécialement? Non, aujourd'hui, on ne peut pas faire de grandes recommandations sur la meilleure position pour dormir. Ça va dépendre de la cause du mal de dos, on a vu qu'il y en avait plusieurs, mais aussi de la mobilité de certaines personnes. Parfois, quand on est raide, on va préférer un matelas plus mou. D'autres fois, quand on est plutôt très mobile, on va préférer un matelas rigide. Mais en même temps, ce n'est pas une règle absolue. Moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est testez-le. Ou alors, si quand vous changez de literie en vacances, vous voyez une vraie différence, dans ce cas-là, ça peut être pertinent. Souvent, on a 50 jours pour le changer, mais bon, je Et il y a un point qui est important, c'est que le matelas, en général, on dit que quand c'est ferme, c'est mieux. Mais il faut que ça reste confortable. De mettre un surmatelas, vous savez, une petite épaisseur de 3 ou 4 cm, ça peut être quelque chose qui fait qu'au contact du corps, ça suit bien les courbes et donc c'est plus confortable que d'être vraiment sur la planche. Le point important, c'est que le plus cher des matelas n'est pas le meilleur des matelas. Il n'y a pas besoin de se ruiner. Se ruiner pour bien dormir. Exactement. On a Nelly qui a 42 ans, elle travaille assise toute la journée. Elle a souvent mal au niveau du bas du dos. Elle nous demande s'il y a des exercices à faire simplement à la maison. Aymeric, est-ce que vous avez peut-être des exercices de mobilité à nous proposer? Absolument, j'ai prévu des petits exos qui marchent très bien, que je vais souvent montrer avec les patients au cabinet. Déjà, de manière globale, vous nous l'avez montré, au niveau du dos, on a plusieurs vertèbres qui sont faites pour bouger. En tout, on en a 24. Donc, c'est de remettre du mouvement de manière globale. Ce que j'aime bien, c'est que les patients soient capables de maîtriser ce qu'on appelle l'antérétroversion de bassin, cette capacité à venir creuser et arrondir le bas du dos. C'est des choses qui vont se faire naturellement sur de la gym, sur du yoga, sur de la danse comme on a vu, mais je dois vraiment sentir que ça bouge entre mes mains et que c'est pas tout mon corps qui bouge dans un sens et dans l'autre pour essayer de remobiliser les différentes vertèbres. Si on en a autant, c'est fait pour que ça bouge. Par contre, quand on est beaucoup assis, lorsqu'on est assis comme nous tous autour de la table, on est ce qu'on appelle en flexion, plutôt en position arrondie. Elle n'est pas mauvaise, cette flexion, mais le corps aime bien bouger dans tous les sens. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de faire l'inverse, de l'extension. Donc là, on peut se placer sur le ventre et venir ici faire ce qu'on appelle l'exercice du cobra ou chiette tête en haut. Plus je vais être souple, mobile, plus je vais mettre les mains proches de moi et je vais avoir de l'amplitude. Mais si je suis douloureux ou que je suis un peu raide, je peux commencer avec les mains plus loin. Et là, on voit que l'amplitude au niveau du dos, elle est totalement différente. Et plus je vais rapprocher mes mains, plus je vais avoir de l'amplitude. Et dans le cas où on ne peut pas se mettre au sol, parce que dans certains métiers, ça peut être délicat, et ben on peut le faire debout, de la même manière, en allant chercher ici. Et on va adapter l'amplitude en fonction de comment on sent. Et comme ça, on pourra faire bouger notre dos. On a Carole qui a une scoliose depuis l'adolescence, donc une déformation de la colonne vertébrale. Elle nous demande s'il existe des solutions pour soulager la douleur au quotidien. Ces exercices de mobilité, on peut également les faire ou il faut qu'ils soient adaptés à la pathologie? Alors, on peut exactement les faire de la même façon, mais la scoliose, tant que pendant l'adolescence et la croissance, ça peut s'aggraver. Ensuite, il y a une phase de plateau le plus souvent, et ça peut ensuite se rebouger, se remobiliser, s'aggraver après la ménopause chez les femmes ou après la cinquantaine chez les hommes. Donc ça, c'est un point qui est important. Et refaire un contrôle par la suite? Refaire un contrôle de la statique rachilienne avec des radios ou une imagerie qu'on appelle EOS, qui permet de voir l'angulation de la colonne. Donc la prise en charge pour gérer la douleur, c'est la même, c'est la rééducation, c'est des antalgiques, mais le traitement n'est pas que le médicament, c'est vraiment cette activité physique. Et il y a un élément de surveillance médicale en plus qu'il ne faut pas rater pour la scoliose. Professeur, il va falloir vous mouiller sur une question de Mado. Les médecines douces comme l'ostéopathie ou l'acupuncture sont-elles vraiment efficaces? Alors,
tout ça n'est pas à mettre dans un même panier. L'ostéopathie, c'est une technique de médecine manuelle qui est faite par les kinés, mais pas seulement. C'est ça qui, à chaque fois, crée un petit peu d'incertitude. Quel est le niveau de formation des ostéopathes? Et c'est une technique, notamment quand il y a des douleurs aiguës, pour arriver à lever le phénomène douloureux. En chronique, pas beaucoup d'intérêt, mais il y aura peut-être un complément, pas beaucoup d'intérêt à l'ostéopathie, aller se faire craquer une fois par an, n'a pas comme ça un fondement particulier. L'acupuncture, là pour le coup, c'est des règles, des principes qui viennent de la médecine chinoise, qui sont difficiles à connecter avec ce qu'on connaît de l'anatomie. Ça peut apporter un bien de temps en temps pour avoir un effet antalgique, mais dans tout ce qu'on essaie de faire et d'apprendre aux patients, c'est d'aller dans l'empowerment, dans le fait d'arriver à gérer ses douleurs. Donc l'acupuncture, là on est très passif, on va voir le thérapeute qui va planter des aiguilles et puis derrière on repart. Là où l'ostéopathie, c'est assez passif, mais si c'est fait par un kiné, ça va pouvoir s'associer à des choses plus actives. Aymeric, vous êtes kiné et également ostéopathe en même temps. Absolument. Et c'est là où je vous rejoins, professeur, c'est que l'ostéopathie reste passif. Alors il y a le craquement, c'est l'image qu'on a, mais les ostéopathes ne font pas forcément craquer. Il y a d'autres techniques, mais c'est des techniques passives. Donc vu qu'on a vu ensemble que la clé était le mouvement, l'idée c'est d'utiliser ces techniques passives comme une porte d'entrée pour réduire la douleur, dans le but derrière de faire des exercices. Des fois, les patients sont tellement douloureux que le moindre mouvement peut augmenter ces symptômes. Donc, si on doit passer par 1 ou 2 séances pour diminuer la sensibilité et derrière pouvoir faire des exercices, reprendre la gym, le sport, dans ce cas-là, oui, mais il ne faut pas en devenir dépendant. Oui, c'est ça, c'est bien d'être accompagné parce que si on fait des mouvements seuls à la maison, parfois on peut aggraver les choses. Il peut y avoir un risque d'aggraver les choses, mais qui sont quand même assez minimes. L'idée, c'est d'être progressif. C'est-à-dire que, professeur, vous disiez, on peut faire tous les sports, absolument, mais il y a des sports qui vont demander peut-être plus de prérequis. Si je veux courir, je vais peut-être pas commencer par un marathon, et si je veux faire de la musculation, je vais peut-être pas commencer par 100 kilos. Mais ça reste des très bons sports. Et puis, il y a un élément en plus, c'est que souvent, quand on a mal au dos, on se met à avoir peur de bouger. Et donc ça, le kiné est quand même le professionnel qui peut remettre en confiance. Au moment où il y a peut-être une petite douleur qui arrive, on peut recadrer et faire que cette kinésiophobie, cette peur de bouger, diminue. Alors, il nous reste très peu de temps d'émission, le temps passe très vite. S'il est possible d'avoir des réponses les plus concises pour qu'on puisse répondre à un maximum de questions. Et on a une autre démonstration pour du renforcement musculaire. Odile nous dit qu'elle a l'arthrose au niveau du dos. Elle nous demande si le sport est conseillé ou au contraire, s'il faut éviter. Le bon traitement, c'est le mouvement. Donc, le sport est conseillé. Donc oui, même quand on a de l'arthrose et surtout quand on en a. Et moins on bouge, plus il y aura des douleurs, moins les muscles feront leur travail. On a Xavier qui est en surpoids, il a souvent mal au bas du dos. Il nous demande s'il y a des exercices adaptés à sa situation. Est-ce qu'on peut donner 2 exercices rapidement de renforcement musculaire? Il y en a un que j'aime bien, qui est très spécifique des muscles du dos, qu'on va appeler le Superman. Une fois encore, je me remets sur mon tapis. L'idée, ça va être de travailler les paravertébraux, les muscles à l'arrière. Donc, je vais simplement venir décoller dans cette position-là. Mais ça peut être trop difficile. Donc, si je veux une version plus simple, je vais ramener les bras, et si je veux encore plus simple, je vais relâcher les jambes et simplement décoller. Je n'essaie pas de monter le plus haut possible, mais juste de venir sentir que mes muscles travaillent. Et si je veux quelque chose d'un petit peu plus global, dans le but de me remettre au sport, le squat est un très bon exercice. Et je vais venir descendre et remonter. Ça va faire travailler les jambes, mais aussi les fessiers, les muscles paravertébraux. J'adapte l'amplitude, j'adapte la vitesse. Je peux même prendre une petite charge en fonction de mes symptômes, mais c'est global et ça fait vachement de bien sur les douleurs de dos. Professeur, il y en a Eliane qui a 65 ans et qui a des douleurs au niveau du dos tous les matins. Elle nous demande si c'est normal ou s'il faut consulter. Il y a peut-être des drapeaux rouges, des moments où on se dit ce n'est pas qu'un lumbago classique. Absolument. Donc le matin, il peut y avoir une douleur, c'est un petit peu le réchauffement du corps. Si ça dure quelques minutes, c'est pas grave, on passe à autre chose. Si ça se prolonge, souvent on dit au-delà d'une demi-heure, 45 minutes, ça c'est un sujet, il faut aller voir son médecin. Est-ce qu'il y a d'autres signes qui doivent nous faire consulter absolument? Le fait de ne pas se sentir en forme, de perdre du poids, d'avoir de la fièvre, quelque chose qui fait qu'on sent qu'il y a quelque chose qui couve. Le fait d'avoir simplement mal au dos est beaucoup moins inquiétant que si on a une sciatique, une douleur qui descend dans la jambe, qui doit à ce moment-là aboutir à consulter. L'horaire des douleurs, si ça réveille la nuit, si ça gêne le matin de façon durable, à chaque fois on demande aux patients, est-ce que vous avez plus mal le matin ou le soir? La nuit ou le jour? Si c'est la nuit et le matin, il faut aller consulter. Estelle, elle est maman de 2 jeunes enfants. Bravo et bon courage, parce que c'est pas toujours évident. Elle les porte très souvent. Elle nous demande, Aymeric, si ça peut abîmer son dos sur le long terme, porter les enfants. Non, ça peut pas abîmer le dos. Mais par contre, c'est très fréquent d'avoir des douleurs de dos. En général, jeunes enfants, sommeil compliqué, on sait que ça augmente les douleurs. On se met à avoir des postures qui sont difficiles.
La bonne posture pour mettre un enfant dans le lit, si vous l'avez déjà vécu, vous savez que c'est pas possible, on a le dos arrondi. Donc il faut juste se dire, je suis dans une période de ma vie où je vais sûrement être un petit peu plus sensible, mais en réalité, porter un enfant, ça reste une activité, mais c'est juste qu'on est dans un contexte qui vont certainement favoriser les douleurs. Vous êtes papa, Émeric ? Oui, je suis papa, je suis passé par là. On sentait l'expérience de la position. On a Audrey qui est enceinte de 7 mois, elle a très mal au dos. Elle nous demande s'il existe des solutions sans danger pour le bébé. Alors, c'est principalement l'arrêt. Alors, les antalgiques, ça va être du paracétamol, donc vraiment le niveau le plus simple. Et puis après, c'est de faire des mouvements, essayer d'étendre les muscles, parce que la position pendant la grossesse fait qu'on est extrêmement cambré et ça peut créer des tensions. Donc, on peut consulter le kiné, Absolument, en fait. il y a les ceintures lombaires qui marchent très bien chez les femmes enceintes, et voire même des fois des tapes qu'on va venir poser qui soutiennent un petit peu. Des tapes, des bandes de couleur qu'on va voir, qui vous mettent une légère prétention sur le ventre et sur le dos. Ça permet de décharger un petit peu. On a souvent des douleurs au niveau de la sacro-iliaque, au niveau du bas du dos. C'est classique avec la fin de la grossesse. Brigitte nous demande si l'humidité aggrave les douleurs articulaires et plus spécialement le mal de dos. Sujet polémique. Non, pas polémique. Non, il faut accepter qu'on ne peut pas tout expliquer. C'est quelque chose que les patients nous disent régulièrement. Les données de la littérature ne permettent pas d'avoir une vision aussi claire des choses. Franck, qui pratique la course à pied, nous dit que son dos lui fait souffrir. Est-ce qu'on a des conseils à lui donner ? Oui, s'il a mal lorsqu'il court, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels il va pouvoir essayer de travailler. Son programme d'entraînement, le type de chaussures, mais aussi la manière de courir. Est-ce qu'il commence en attaquant avec le talon, la pointe de pied, le nombre de pas qu'il fait par minute? C'est un kiné du sport en général pourra l'aider, voir s'il n'y a pas des choses à modifier. La course à pied n'est pas mauvaise pour le dos, mais s'il y a des douleurs, il faut quand même surveiller. Et qu'est-ce qu'on dit aux patients qui disent on fait le kiné, ça dure 20 minutes et puis il me laisse, c'est pas très efficace? Dans ce cas-là, peut-être changer de kiné. Alors il y a des kinés qui sont des fois surbookés, des fois il n'y a pas de kiné, mais un kiné qui ne reste pas avec le patient, qui ne montre pas des exercices, qui se contente de le mettre avec des électrodes ou du chaud, malheureusement, ce n'est pas les recommandations officielles de la kiné. Et puis l'idée, c'est d'avoir des conseils du kiné pour faire l'exercice ensuite à la maison. Absolument. Alors, c'est les conseils du kiné. Il y a aussi des profs de sport qui ont une formation spécifique santé. C'est pas forcément facile à trouver. Dans les salles de sport, par exemple, on n'identifie pas bien ces profs de sport qui auraient une petite aptitude. Mais clairement, le kiné et certains profs de sport pourraient aider les personnes qui ont mal au dos à pratiquer leur activité physique, à réorienter un petit peu des choses, à équilibrer en termes de durée et d'intensité, les deux. Et puis, quand ça ne suffit pas, après, il existe des médicaments, on n'en a pas du tout parlé, mais aussi, on peut aussi faire des infiltrations. Il y a des médicaments qui peuvent soulager temporairement, mais c'est de sortir de cette optique médicaments à tout prix. Alors, dans tout ce qui est rachis, et dans beaucoup de maladies chroniques, mais vraiment tout ce qui est rachis, on a ce modèle biopsychosocial. Il y a des médicaments, des prises en charge physiques, et de temps en temps, parce qu'on est à cran, parce qu'il y a le ras-le-bol et le burn-out, il y a bien un problème psychologique qu'il faut aussi prendre en charge, et on fait ça de façon combinée. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était passionnant. Rim, Fabien, Jean-Victor, merci à vous. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Demain, on répond à toutes vos questions sur l'alimentation quand on a un diabète de type 2. Nous retrouvons également la chronique littéraire de Joël Goron. Je vous souhaite une excellente journée sur France 5 et à demain. Salut.